Chers collègues, honorable assistance, j'ai l'honneur de vous présenter les accroissements gingivaux, décisions thérapeutiques. L'accroissement gingival est une atteinte fréquente de la gencive. Il correspond à une augmentation des tissus mous, parfois importante, qui peut être à l'origine d'altérations fonctionnelles et esthétiques. Les trois parties de la muqueuse gingivale, à savoir marginale, attachée et papille interdentaire, peuvent être atteintes d'une augmentation du volume de manière localisée ou bien diffuse. Les accroissements gingivaux sont classés parmi les maladies parodontales selon la classification d'Armitage 99 ainsi que la nouvelle classification de Chicago 2019. Par définition, un accroissement gingival provient d'une augmentation des tissus mous. Il implique une modification de taille et ou de multiplication des cellules, du système vasculaire gingival ainsi que de la matrice extracellulaire. Plusieurs atteintes peuvent être décrites. Nous avons l'hyperplasie gingivale, qui est une augmentation du volume gingival par une augmentation du nombre de cellules fibroblastiques. Par contre, l'hypertrophie gingivale, c'est une augmentation du volume par une augmentation de la taille des cellules fibroblastiques. Ces deux formes se distinguent uniquement de manière histologique. Seule la biopsie permet de faire la différence entre les deux. Cette pathologie peut parfois être liée à des pathologies d'ordre général, à savoir l'hémopathie, les maladies systémiques, maladies génétiques, ce qui nécessite de la rigueur dans l'investigation. La classification des accroissements gingivaux se base sur le degré d'accroissement d'après l'index DAS en 63. 0 ne correspond pas à l'accroissement gingival. Le grade 1, accroissement au niveau de la papille interdentaire. Le grade 2, l'accroissement implique la papille et la gencive marginale. Le grade 3, l'accroissement recouvre les 3/4 ou plus de la couronne. L'aspect clinique démontre que pour l'hyperplasie gingivale, c'est un phénomène de nature non inflammatoire. La gencive est ferme, dense, peu douloureuse. Cependant, un phénomène inflammatoire peut se greffer dessus. Par contre, pour l'hypertrophie gingivale, présente un accroissement gingival de nature inflammatoire où la gencive est œdémateuse, hyperthermique, molle, de couleur rouge ou violacée, saignant facilement, de surface lisse et brillante. Le gonflement peut aller jusqu'à recouvrir une partie plus ou moins importante de la couronne dentaire et engendrer des problèmes esthétiques et fonctionnels. Pour les facteurs de risque qui peuvent déclencher les maladies gingivales ou augmenter les signes cliniques d'une gingivite préexistante en provoquant une augmentation de la réponse inflammatoire, nous avons des facteurs locaux et des facteurs généraux. Pour les facteurs locaux, c'est la quantité de plaques dentaires, les malpositions dentaires, la respiration buccale, les caries, ainsi que les restaurations débordantes. Pour les facteurs généraux, nous avons les facteurs hormonaux, génétiques, nutritionnels, le tabac, les affections systémiques telles que le diabète, le VIH et l'état psychologique du patient, à savoir le stress, la dépression et l'anxiété. Commençons par les accroissements gingivaux induits par la plaque. Nous avons l'accroissement le plus fréquent, c'est l'accroissement d'origine bucco-dentaire. Les gingivites induites uniquement par la plaque sont parfois aggravées par des facteurs locaux qui augmentent la quantité de plaques localement. Cela se traduit cliniquement par l'inflammation gingivale induite par les bactéries parodontopathogènes et l'examen clinique révèle la présence de plaques dentaires ou biofilms qui peut se minéraliser et former le tartre. Pour les accroissements chez les respirateurs buccaux, l'inflammation est chronique localisée due à une déshydratation des muqueuses à long terme et une diminution de l'effet protecteur de la salive. L'atteinte se situe préférentiellement dans les zones antérieures maxillaires et mandibulaires et n'implique pas les régions postérieures comme nous pouvons le constater sur la photo. La gencive apparaît gonflée, rouge, sèche et luisante et couvre en partie la couronne dentaire. Pour les accroissements d'origine hormonale, les principales hormones qui exercent une influence sur le parodonte sont les oestrogènes et la progestérone. Elles peuvent altérer la réponse des tissus parodontaux à la plaque microbienne et ainsi contribuer indirectement à la maladie parodontale. Commençons par la grossesse qui n'altère pas la structure de la gencive mais modifie l'expression clinique de la gingivite induite par la plaque. Elle entraîne une gingivite marginale ou diffuse, parfois avec accroissement gingival et saignement spontané. On peut retrouver également des lésions gingivales plus localisées telles que l'épulis gravidique, le plus souvent dans la région maxillaire antérieure. Pour la puberté, on assiste à une élévation du taux d'hormones sexuelles, une augmentation gingivale, notamment au niveau de la gencive marginale, en particulier au niveau des papilles interdentaires, comme nous pouvons le constater sur la photo. La gravité de la gingivite pubertaire est plus étroitement liée à l'accumulation de plaques qu'aux hormones. En effet, l'adolescence est une période le plus souvent accompagnée d'un défaut d'hygiène bucco-dentaire chez les adolescents. Pour les accroissements d'origine médicamenteuse, considérés comme un effet
secondaires de la prise de certains médicaments. Il s'agit d'un accroissement gingival chronique. Selon la classification des maladies parodontales Chicago 2017, ce sont des maladies gingivales induites par la plaque bactérienne et modifiées par des traitements médicamenteux. 3 classes de médicaments sont responsables de ce type de lésion. Nous avons les anticonvulsivants, les inhibiteurs calciques et la cyclosporine A. Pour les anticonvulsivants ou antiépileptiques, la phénitoïne ou diédan représente la principale molécule inductrice d'accroissement gingival. Les antihypertenseurs, les impliqués sont les inhibiteurs calciques. La molécule la plus courante est la nifedipine, l'amlodipine. Pour les immunosuppresseurs, la cyclosporine A est le médicament prescrit en première intention après transplantation d'organes, surtout chez les transplantés rénaux. Et nous avons ici un tableau qui montre les prévalences des hyperplasies gingivales, donc selon certaines données de la littérature, et nous notons pour les anticonvulsivants jusqu'à 50% selon l'étude de Moffitt en 2013. Pour les immunosuppresseurs, toujours pour la même étude, nous avons entre 8 à 70% d'atteinte, et pour les inhibiteurs calciques, de 0,5 à 83% d'atteinte. Accroissement gingival toujours d'origine médicamenteuse, il se caractérise par une survenue d'augmentation de volume après 1 à 3 mois de traitement, puis augmente progressivement. L'atteinte est le plus souvent diffuse. La lésion débute sur la partie antérieure de la gencive vestibulaire et plus fréquemment et plus sévèrement sur les versants internes. Donc les symptômes débutent au niveau des papilles interdentaires qui s'étendent aux gencives marginales et attachées. Les accroissements gingivaux induits par la cyclosporine sont donc de nature inflammatoire. Les anticonvulsivants, ils sont plus fibreux. Quant aux inhibiteurs calciques, ils regroupent les deux, ils sont inflammatoires et fibreux. Sur le plan histologique, nous assistons à une augmentation de volume du tissu conjonctif. Il y a augmentation de la matrice extracellulaire qui est associée à une densification des paquets de fibres de collagène et aussi un infiltrant inflammatoire lymphoplasmocytaire. Passons maintenant aux accroissements gingivaux non induits par la plaque. Nous commençons par l'accroissement d'origine génétique, appelé également gencive éléphantiasique ou hyperplasie gingivale héréditaire. C'est une maladie génétique rare, elle est de transmission autosomique dominante. Cliniquement, l'accroissement gingival est long et progressif, bénin, fibreux et non inflammatoire. Elle concerne la gencive attachée, se développe de façon isolée, souvent chez l'enfant, lors du développement de la denture temporaire ou permanente. Peut être localisée, régionale ou diffuse au niveau des tubérosités maxillaires et de la gencive mandibulaire. La consistance est ferme, très fibreuse et de coloration normale, comme nous pouvons le constater sur la photo. Pour les accroissements gingivaux liés à l'hémopathie, ils sont retrouvés chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde. Donc l'accroissement gingival est dû à un infiltrat leucémique recherché à l'examen anatomopathologique. Cliniquement, on retrouve une tuméfaction importante dans la survenue est brutale au bord libre de la gencive, surtout au niveau des papilles interdentaires et pouvant recouvrir totalement la surface coronaire des deux maxillaires, comme nous pouvons le constater sur la photo de cette fillette âgée de 11 ans. Donc, dans un premier temps, la gencive est rose pâle à cause de l'anémie, est ferme avec absence de douleur, puis apparaissent ensuite des zones d'ulcération nécrotique, la neutropénie, et hémorragique à cause de la thrombopénie. Une FNS est indispensable pour établir le diagnostic, ainsi qu'un examen histologique pour confirmer l'invasion des cellules blastiques ou myéloïdes immatures. Autre étiologie, nous avons la gingivite à plasmocyte. C'est une maladie gingivale rare, chronique, et l'étiologie, elle est inconnue. Donc, l'accroissement gingival se développe progressivement sans cause évidente. Cliniquement, la gingivite est érosive, inflammatoire, hypertrophique et elle saigne au moindre contact, plus ou moins douloureuse en fonction des zones érosives associées. Le diagnostic, il repose sur un examen sanguin afin d'écarter une maladie sanguine ainsi qu'une biopsie de la gencive atteinte. Pour les démarches diagnostiques, il repose sur d'abord l'examen clinique, à savoir l'anamnèse médicale en retraçant les antécédents médicaux et l'historique de la pathologie, de manière à détailler l'histoire de la maladie. Pour l'examen exobuccal, nous rechercherons donc une inspection et palpation des aires ganglionnaires du cou et de la face. Ensuite, l'examen intra-oral concerne l'examen gingival et toutes les autres muqueuses et les surfaces dentaires. Pour l'accroissement gingival, il faudra rechercher une modification de la couleur, une modification du volume, une augmentation de la tendance au saignement, ainsi que plusieurs facteurs aussi doivent être également pris en compte. Nous avons la forme, localisée, régionale, diffuse,
La localisation mandibulaire, maxillaire, au niveau du versant lingual, au palatin, au niveau du versant vestibulaire. L'aspect clinique, fibreux, inflammatoire, la couleur. La forme, elle est isolée ou symptômes associés. Une biopsie doit être envisagée pour éliminer un diagnostic de processus tumoral. Et l'origine idiopathique est un diagnostic d'élimination. Pour l'examen complémentaire, l'imagerie médicale pour détecter les lésions osseuses associées à cet accroissement gingival. Nous avons le cliché rétroalvéolaire pour plus de précision de l'atteinte osseuse localisée. L'orthopontomogramme permet d'avoir une vision globale de la denture, du parodonte profond, des sinus, du maxillaire et de la mandibule. Pour les techniques d'imagerie 3D, scanner et combim, elles sont destinées à détecter une atteinte tumorale au niveau de l'os sous-jacent. La biopsie, quant à elle, qui est un examen anatomopathologique, elle permet d'étudier un tissu, confirmer ou infirmer un diagnostic au niveau histologique. Des examens sanguins permettront d'explorer l'hémostase, la coagulation et d'effectuer également un bilan vitaminique. Les consultations médicales spécialisées, le patient sera orienté vers les médecins en fonction de l'atteinte et des signes cliniques, notamment l'allergie, l'altération de l'état général et les dermatoses. Passons à la décision thérapeutique. Devant un accroissement bucco-dentaire où l'étiologie est purement bactérienne, la prise en charge repose sur les traitements non chirurgicaux. D'abord, la motivation à l'hygiène bucco-dentaire de façon rigoureuse, l'assainissement gingivo-dentaire avec des tartrages sus et sous-gingivales, élimination des facteurs favorisants associés tels que la respiration buccale, la malposition dentaire, les dispositifs orthodontiques, la sécheresse buccale, le tabac et le diabète. Bien sûr, un débridement parodontal sera pratiqué si une perte d'attache est objectivée lors du sondage et de l'examen radiographique, comme nous pouvons le constater sur la photo, qui présente un accroissement gingival important associé à des pertes d'attache très importantes et la radio objective des lises osseuses. Pour la thérapeutique initiale, elle peut donner un résultat, comme nous le voyons pour cette photo. Donc après motivation, on a une régression de l'augmentation de volume. Lorsque l'accroissement gingival est lié à une affection systémique, la prise en charge médicale de la maladie améliorera souvent les manifestations gingivales, réduisant le besoin d'intervention chirurgicale. La grossesse et la puberté sont des états transitoires et en assurant le contrôle des facteurs locaux, une résolution spontanée est attendue à la fin de cette période. Devant bien sûr un accroissement gingival dans la texture gingivale et fibreuse, le traitement non chirurgical reste insuffisant et nous aurons recours à la chirurgie qui est la gingivectomie, bien sûr après une phase de réévaluation qui permet d'apprécier le contrôle de plaques et bien sûr la réponse tissulaire et la cicatrisation de ces tissus. La gingivectomie qui est l'éviction gingivale donc de la gencive libre en excès peut se faire soit en biseau externe lorsque la hauteur de gencive attachée est suffisante, soit en biseau interne. Sur la photo, nous voyons justement un cas où vraiment la texture elle est très fibreuse et qui n'a pas répondu à la motivation et a nécessité une intervention chirurgicale qui a montré quand même une architecture après très satisfaisante. Ce cas présente aussi un accroissement gingival causé par les dispositifs orthodontiques et après chirurgie, une cicatrisation à un mois montre vraiment une architecture très spectaculaire. Toujours pour les augmentations de volume causées par la respiration buccale, comme nous voyons au niveau de ce cas qui est localisé au niveau antérieur, supérieur et inférieur et associé à des malpositions dentaires et une supraocclusion, le recours à la chirurgie permet d'obtenir un meilleur résultat. Devant un accroissement gingival d'origine médicamenteuse, l'objectif est de contrôler l'inflammation gingivale car le biofilm est à la fois une des causes et une conséquence aussi. La modification du traitement s'effectue si la réponse à la thérapeutique initiale est inacceptable par le malade. Cependant, la décision sera prise par le médecin traitant du patient. Cela concerne principalement les patients sous inhibiteurs calciques et plus rarement la cyclosporine et la nifedipine. La phénitoïne. Lorsqu'il est possible de substituer bien sûr la molécule ou de réduire la dose responsable des symptômes, la résolution partielle ou complète de l'accroissement gingival est obtenue au bout de 2 à 8 semaines après modification du traitement. Lorsque l'accroissement gingival est ancien, la composante fibreuse est très importante. Le changement de molécule aura un effet sur la composante inflammatoire des lésions et arrêtera le processus. En revanche, pour cet excès de fibres seule, la chirurgie fonctionnera et nous avons un cas devant nous qui montre quand même une réduction après la gingivectomie. Prise en charge particulière, nous parlons de la carence en vitamine C qui se résout avec des conseils diététiques ou des suppléments seront nécessaires. Et pour la gingivoplasmocyte, après thérapeutique initiale, on doit associer une corticothérapie locale, comme nous le voyons sur ce cas qui donne une nette amélioration après utilisation de Solipred en bain de bouche. La leucémie, dans la plupart des cas, l'accroissement gingival
se résout au moins partiellement avec la chimiothérapie. Et je conclus par dire que les accroissements gingivaux sont généralement inflammatoires liés à l'accumulation de plaques dentaires. Les accroissements gingivaux peuvent avoir des présentations cliniques similaires, mais peuvent montrer également des signes de maladies létales comme la leucémie. La chirurgie reste le moyen définitif pour résoudre cet accroissement avec une maintenance rigoureuse. Et je vous remercie.